Mesures déclinatoires, compétences matérielles, article 35, article 167, alinéa 1. Tassé contre la ville, reconnaissance de son contrat de travail à 87 000, ajouter à cela l'indemnité pour 2 ans de 14 000. On doit regarder la valeur de l'objet du litige au total dans son ensemble. Donc, on dépasse le seuil de la Cour du Québec, on doit aller en Cour supérieure. La mesure appliquée, c'est la mesure déclinatoire prévue à l'article 167 pour la compétence matérielle. CRA, immunité du juge, confidentialité. On va voir la loi sur les juges, l'article 161. Costco contre Bijimine. En conférence à l'amiable, le juge est protégé parce qu'il est en fonction judiciaire. Il est donc protégé par la loi sur les juges qui lui vaut l'immunité. Donc, l'avocat peut être poursuivi pour faute professionnelle. Par contre, on ne peut pas reprendre les paroles du juge lorsqu'on va poursuivre l'avocat. Dans ce cas-ci, c'est un litige de 6 millions. Le client a été mal conseillé d'accepter une offre à 40 000, ce qui est la faute professionnelle qui est en cause. Donc, le juge n'est pas un médiateur ni un conciliateur. Il faut aller voir la loi sur les juges, l'article 161, l'indépendance judiciaire qui fait partie de la Constitution. Vice de procédure, problème dans la signification. Le problème était au niveau de l'avis, article 145. On parle aussi d'audi alteram partem. Donc, article 17, article 107, article 145. Wawanessa contre Sauvé. La signification de l'avis était en défaut selon l'article 145. Le dossier était incomplet. On va faire passer le fond avant la forme. On permet de refaire la signification pour y inclure l'avis qu'on doit envoyer au défendeur. Au lieu de faire perdre les droits de poursuite, on va opter pour la correction. On parle d'audi alteram partem, donc article 25, article 17. Le fond emporte la forme. Mauvaise procédure, article 25, alinéa 2. C'est Duquet contre la ville de Sainte-Agathe. Le monsieur avait pris la mauvaise procédure. Il voulait déclarer un règlement de la ville ultra-vires alors qu'il pouvait y aller de façon plus privée pour faire déclarer son propre compte de taxes non valide. La question, doit-on rejeter une demande dont la procédure n'est pas la bonne? La réponse était non. Le fond emporte la forme. Article 25, alinéa 2. On va permettre la correction pour ne pas faire perdre les droits au monsieur. Quand on parle de proportionnalité de l'article 18 et de l'accès à la justice, on cite Rignac contre Molden. Équilibre entre la procédure et l'accès à la justice, la proportionnalité de l'article 18. Ontario Procedures, ça s'est passé en Ontario, mais c'est applicable au Québec parce qu'on parle de toute la proportionnalité. Ensuite, intérêt général du contribuable, règlement ultra-vires à l'article 85. Jardin taché contre Dasken. Donc, c'est une association qui représente des gens qui habitent dans un secteur et on dit au départ qu'elle n'a pas le droit d'exercer les droits de ses membres. Qu'elle aurait un intérêt insuffisant. On s'en va ensuite en appel et en appel, on va dire qu'on va mesurer l'intérêt général du contribuable placé dans la même situation étant donné qu'on veut faire déclarer un règlement municipal ultra-vires. Donc, on donne le OK pour l'action collective et pour la poursuite. Là, je vous dis action collective, c'est à vérifier, mais je crois que c'est ça. Je ne suis pas certaine. Conseil du... l'autre côté. Alors, en droit public, question d'intérêt public, article 85, alinéa 2, on doit élargir la notion d'intérêt personnel direct. Donc, c'est l'arrêt du conseil du patronat. En tant que citoyen, le demandeur doit avoir un intérêt véritable. Par contre, il ne doit pas être nécessairement personnellement directement touché. C'est pour ça qu'on va élargir 85 alinéa 2 surtout.
Dans ce cas-ci, on disait qu'il n'avait pas l'intérêt en droit privé, car ce n'était pas un intérêt qui était personnel. On aurait dû aller plutôt vers du droit public. Mesure de gestion, article 99, on va demander à la personne qui a rédigé la demande d'intro d'être beaucoup plus concise. Alors ça, c'est l'arrêt ETIA. La demanderesse fait une demande introductive d'instance. Par contre, elle a une quantité de plus de 600 points à amener dans ce débat-là. Le juge en mesure de gestion va lui dire que c'est inacceptable, mais au lieu de lui faire perdre ses droits, on ne va pas le rejeter, on va juste lui demander de corriger et de présenter une nouvelle demande qui va être plus concise. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'article 99, on dit que la demande introductive d'instance doit être précise, succincte et sincère. C'est quelque chose qu'on va corriger par la demande du juge en mesure de gestion. Litispendance, on va voir dans cette cause-là les critères, les faits juridiques et les principes généraux de droit. Voir aussi l'article 28-48 dans le Code civil. On parle d'irrecevabilité au sens de l'article 168. Donc, la cause qui parle de litispendance et de ses critères, c'est Rocroi Construction. On va reprendre dans Rocroi Construction les critères. Donc, est-ce que ce sont les mêmes parties? Est-ce que c'est la même cause et est-ce que c'est le même objet pour pouvoir déclarer litispendance? Ces trois choses-là sont marquées à l'article 28-48 du Code civil. Dans le cas, en l'espèce, l'indemnisation recherchée n'était pas tout à fait la même. Pourtant, par contre, elle était assez proche pour qu'on puisse dire que les qualifications juridiques étaient identiques. Donc, on évite le dédoublement des litiges portés devant les tribunaux et on évite les jugements contradictoires. Donc, article 168, litispendance, Rocroi Construction. Élection de phare, l'article 31-36 du Code civil du Québec. Alors, il faut se rappeler que c'est pas pour accommoder, mais c'est bien par nécessité. L'arrêt, c'est Lamborghini. Donc, ils disent qu'il n'a pas compétence officiellement, mais le facteur de rapprochement serait suffisant pour invoquer l'article 31-36. En conclusion, le juge va dire que pour pouvoir faire une élection de phare, c'est uniquement quand il y a une impossibilité en droit de procéder ou en pratique. Par exemple, relations diplomatiques seraient en danger, ça peut amener un danger sérieux, ça peut amener des problèmes pour des réfugiés politiques. Alors, c'est quelque chose qui est quasiment incontournable et il doit avoir deux critères. Il faut qu'il y ait un lien avec le Québec et impossible d'introduire ailleurs. Action collective, nombre de personnes touchées. Dans un examen antérieur, elle a posé une question par rapport à ça. Donc, est-ce que le nombre de personnes touchées serait un critère pour refuser l'autorisation du recours collectif? La réponse, c'est que ce n'est pas le seul critère. Il y a des trucs à mesurer. Il faut se référer à l'article 575, alinéa 1, paragraphe 3. L'affaire Doyer, c'est les implants mammaires. Le nombre de personnes n'était pas si élevé. Sauf que si on les prenait individuellement pour faire soit une demande conjointe ou que chacun fasse sa propre demande, on aurait été dans un pur chaos parce qu'ils en avaient trop et que c'était quand même... Les autres critères étaient répondus. Donc, le nombre n'est pas nécessairement, même s'il n'est pas si élevé, n'est pas nécessairement le seul critère à ce moment-ci. Article 575, alinéa 3. Les 4 conditions pour autoriser un recours collectif sont à l'article 575. Il faut regarder aussi les questions communes versus les questions individuelles. Est-ce que les questions de droit commun sont plus importantes que les questions individuelles des membres? C'est ce que Western Canadian a établi. Ça s'est passé en Cour suprême, donc c'est un arrêt clé en action collective. Il faut se rappeler que l'action collective ne crée pas de nouveaux droits, puis c'est ce qui est expliqué dans ce recours-là. Ça ne crée pas de nouveaux droits, mais ça augmente l'accessibilité à la justice et c'est dans cette cause-là qu'on va vraiment bien expliquer les 4 critères. Donc, si elle nous demande d'expliquer les 4 critères,
il faut citer Western Canadian. Les 4 critères doivent être similaires et connexes. Les faits allégués justifient les conclusions. Le mandat d'ester pour autrui ou conjoint ou faire des demandes conjointes serait impossible. Donc, si on parle du nombre de demandes, par exemple, et le représentant est adéquat. La Cour suprême du Canada, dans la situation de Western Canadian, a dit go au recours collectif. Action collective a été acceptée, c'est juste un exemple qui parle de l'article 574 et 575, c'est Chartier contre Meubléon. Une action collective qui avait été autorisée parce qu'elle était contraire à la LPC. Les acheteurs devaient payer des frais pour pouvoir ensuite se prévaloir d'une possibilité de financement. Donc, c'était contraire à la LPC. Le recours a été accepté. En action collective et en intérêt suffisant. Donc, cette cause-là peut être utilisée dans les 2 cas, article 85, article 575 et suivant. C'est Boumalab. Le représentant de l'action collective doit être représenté par un avocat, article 87, alinéa 2. C'était une situation de propos diffamatoires par un animateur radio à propos des chauffeurs de taxi, la propreté de leurs véhicules et leurs origines et tout ça, leur capacité à conduire. Donc, c'était des propos diffamatoires. Dans quelle mesure le caractère personnel d'une atteinte à la réputation peut toucher un groupe entier et justifier l'action collective? Alors, c'est un lien direct avec l'intérêt requis. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que tant que le recours collectif n'est pas autorisé, le recours demeure individuel et doit répondre aux 4 critères de 575. Et ici, il fallait faire attention entre la différence entre une action conjointe et l'action collective. En droit privé, avoir l'intérêt suffisant pour rester en justice, c'est l'article 85. Il doit être né actuel, direct et personnel et avoir un intérêt juridique. Donc, on parle des jeunes Canadiens. Demande injonction interlocutoire pour empêcher une pièce de théâtre. Le théâtre dit on va invoquer une demande en irrecevabilité 168 parce qu'il manque l'intérêt requis. L'intérêt doit être né et actuel, personnel et direct juridique. C'est l'article 85. En conclusion, il n'avait pas l'intérêt requis parce qu'il n'avait pas souffert directement ou personnellement, étant donné qu'on n'est pas en droit public, qu'on est en droit privé. Jeunes Canadiens auraient pu intenter ce genre de recours-là si ils avaient subi un préjudice directement. Par exemple, si suite à cette pièce de théâtre-là, ils avaient perdu des membres dans leur association, par exemple, parce qu'ils se seraient mis remis en question ou qu'ils avaient été autrement choqués. Bref, peu importe, s'ils avaient directement vécu des problèmes, là, ils auraient pu poursuivre, mais ce n'était pas le cas. Si on parle d'interrogatoire au préalable, qu'on parle de mixité du droit de common law et droit civil, on veut mesurer la vie privée versus le caractère public de l'action civile, on va parler de l'acte à l'amiante. Dans son PowerPoint du dernier cours et dans la présentation du dernier cours, elle dit que c'est un arrêt important, mais qu'il y a déjà eu une longue question par rapport à ça dans un examen récent. Donc, sûrement que la question à 20 points, la longue question ne portera pas là-dessus, sauf qu'on va peut-être être amené à l'utiliser ailleurs dans l'examen. L'acte d'amiante demande que les infos issues des interrogatoires au préalable demeurent confidentielles. La question, c'était est-ce que l'interrogatoire au préalable fait partie de l'instance? Si elle faisait partie de l'instance, ça lui donnerait un caractère public, donc la publicité des propos et l'utilisation des propos ne serait plus confidentielle. Par contre, étant donné que ça ne se passe pas lors de l'audience, que c'est vraiment séparé, on va déclarer que c'est confidentiel et qu'on va protéger la vie privée des gens. Défaut de procédure, c'était dans ce cas-ci un défaut à comparaître, critère à remplir pour prouver la négligence grossière du procureur, article 145, 147 et article 25 et 17. Donc, ce qu'il faut retenir, c'était Sky High Dinosaurs. La requête en rétraction de jugement,
Donc, on veut enlever, on va être relevé du défaut de comparaître parce que l'avocat a comparé à Sorel alors qu'il devait comparaître à Montréal. À ce moment-là, on ne serait pas supposé d'accepter la comparution. On pourrait être trouvé coupable on pourrait être empêché de procéder pour défaut de comparution. Par contre, dans ce cas-ci, on se défend en disant que c'était une grave erreur de l'avocat. Et étant donné que le client s'est fié sur son avocat et que son avocat a fait une faute aussi importante, qu'à ce moment-là, ça le plaçait dans une impossibilité d'agir. Et c'est l'impossibilité d'agir et le fait qu'il avait une bonne défense à proposer, à présenter. Donc, ça rejoint l'article 17 pour le droit d'être entendu, l'audi alteram partem. On va mesurer le préjudice que subirait la personne s'il était empêché de se défendre versus le fait qu'il était dans l'impossibilité de le faire, qui découle de la faute de son avocat. Et on va dire que le fond emporte la forme et qu'on peut à ce moment-là reconnaître la comparution. Et souvent, on dit aussi, si on fait les lectures, que l'erreur de l'avocat doit être un empêchement, doit générer un empêchement d'agir pour l'autre personne. On voit aussi les caractères fortement manifestes de la négligence, l'absence de faute de l'autre partie, donc l'autre partie a fait ce qu'il avait à faire, la qualité des moyens de défense proposés et l'importance du préjudice. Il y avait un autre cas dans lequel l'absence de faute de l'autre partie est en jeu, c'est qu'il disait il a trop tardé, il perd son recours parce qu'il a trop tardé à me répondre, sauf que le juge a dit oui, mais monsieur, vous-même, vous avez pris 2 ans pour nous répondre, donc ce critère-là n'est pas applicable, donc il faut faire attention à ça. En l'espèce, le demandeur n'a pas prouvé que le défendeur était dans l'impossibilité, que le défendeur... non, attends. La demanderesse n'a pas prouvé les 4 critères. Et voilà ce que j'ai écrit ici. Donc, il a le droit de déposer sa requête et d'être relevé de son défaut. Fond sur forme, défaut de signification. Donc, tantôt, c'était un défaut de comparution. Là, c'est le défaut de signification. Surtout quand se rappeler que ce n'est pas d'ordre public et que si la personne, l'autre partie, ne subit pas de préjudice, on va prioriser la correction du défaut plutôt que de faire perdre les droits à l'autre personne. En l'espèce, c'était domaine du Mont Orford. Donc, on privilégie le fond sur la forme, permettre de corriger, c'est pas d'ordre public, pas de préjudice pour les parties. Alors, on privilégie la correction du vice dans la procédure pour assurer l'audi alteram partem et ne pas perdre les droits et permettre d'être entendu. Moyen déclinatoire 167. Compétences territoriales et le fardeau de preuve. C'est revenu dans un de ces examens antérieurs. À qui revient le fardeau de preuve lorsqu'on veut invoquer qu'il y a un problème au niveau de la compétence territoriale? Donc, c'était Compagnie industrielle contre Alta. Faut se rappeler qu'Alta était conjointement et solidairement responsable du contrat et qu'au contrat, c'était stipulé qu'il avait été fait dans la ville de Beauharnois, si je ne me trompe pas, et Alta doit s'y plier. Étant donné qu'il n'y avait pas de preuves, pas d'affidavit, il fallait se référer au contrat. Là où le contrat a été formé, fardeau de preuve est au demandeur qui allègue que le district n'est pas le bon. L'appel est rejeté parce que le fardeau de preuve n'a pas été rempli. Articles 101, 41 et 42. Si on parle des fondements de l'interrogatoire au préalable, le seuil de 30 000 $, donc en bas de 30 000 $, on n'a pas le droit de faire des interrogatoires au préalable à moins d'avoir une permission du tribunal. Donc, articles 221 et 229. Ici, c'était Crane Canada. On veut faire des interrogatoires au préalable, mais le tribunal a dit non, a appliqué 229 du nouveau code
de procédure parce que ça va à l'encontre de l'article... On a essayé de dire que c'était inconstitutionnel en disant ça va à l'encontre de l'article 17, tout le monde a le droit d'être entendu, par contre, et d'avoir une défense pleine et entière. Par contre, le tribunal a dit non, il faut respecter la proportionnalité. Le montant est en dessous du seuil, donc vous aurez effectivement le droit d'être entendu et d'avoir une pleine défense, mais ça va se passer à l'audience, pendant le procès. Vous pourrez interroger et contre-interroger les témoins qui seront présents, mais pas question de faire un interrogatoire au préalable, étant donné que le montant n'est pas suffisant, ça alourdirait le système et c'est pas nécessaire. Proportionnalité, article 18. Abus de procédure à l'article 54. Utilisation excessive de l'appel. Il faut voir si on dépasse les conclusions et quelles sont les questions de droit. Donc ça, c'était Charland contre Le Sort. L'appel était démesuré et coûteux. On ne respecte pas les critères de proportionnalité prévus par l'article 18. On se demande, est-ce qu'il est nécessaire d'aller en appel si cela ne touche pas des questions de principe? Dans le cas-ci, la plante a déposé des documents beaucoup trop lourds qui reprenaient l'entièreté des débats pour un litige dont le montant n'était pas si élevé. Le juge a dit que l'appel était un exercice beaucoup trop excessif et qui était insouciant des principes de droit. On ne doit pas reprendre l'entièreté d'un jugement, mais bien de la cause, mais bien aller débattre sur une question de droit précise, qui n'était pas le cas. Donc, on a dit qu'elle faisait un abus de la procédure via l'article 54. Être relevé du défaut d'inscrire. Donc, il faut aller à l'article 173. C'est en lien avec le préjudice subi et l'impossibilité d'agir. Si on était dans l'impossibilité d'agir et que l'autre partie subit un préjudice, peut-être qu'on pourrait être relevé du défaut d'avoir procédé à l'inscription en bonne et due forme. C'est l'arrêt Stever. Demande d'être relevé du défaut d'inscrire car il était dans l'impossibilité d'agir selon l'article 173 alinéa 3. L'erreur de l'avocat était-elle de la négligence grossière et y a-t-il eu un préjudice suite à cela? La conclusion, l'erreur est assez grande pour permettre d'être relevé de ce défaut. C'est la question qu'on se demandait. Est-ce que le préjudice était assez grand pour l'appelant comparé à celui qui serait subi par l'autre partie si on rejette la demande? Donc, finalement, ma fiche n'est pas complète parce que je n'ai pas la conclusion. Attends, l'erreur est assez grande pour permettre d'être relevé. Ah oui, alors il a été relevé parce que lui avait une défense à faire valoir, puis que le demandeur ne subissait pas un assez grand préjudice comparé à ce que lui pouvait perdre dans tout ça. Donc, on a accepté la demande. Ici, il y a un amendement, donc l'article 206, qu'on fait un lien avec 18 et 99. 18 pour la proportionnalité, 99 pour la demande d'intro. On peut en tout temps faire une demande, amender une demande d'intro. Il y a des trucs, des critères à remplir. Donc, c'est dans l'arrêt royal. L'amendement de la demande d'introduction, dans ce cas-ci, passerait de plus de 60 pages et plus de 35 pièces de preuves le matin même du procès. On a refusé car la modification était beaucoup trop grande et il n'y avait pas suffisamment de délai. Il faut faire attention de ne jamais, on ne pourra jamais changer l'enveloppe de 6 mois pour la mise en état du dossier si on fait un amendement. La seule manière que l'enveloppe va être changée, c'est si on fait l'ajout d'un défendeur, car celui-ci devra être signifié, puis là, on va recommencer à compter le délai de 6 mois à partir de la signification du dernier défendeur qui aura été ajouté. Il faut toujours faire attention à la proportionnalité. Donc, ce qu'on ajoute, ce qu'on amende, que ce soit quelque chose qu'on retire, qu'on ajoute, est-ce que ça va changer le dossier au point où il ne pourra pas respecter l'enveloppe de 6 mois ou si ça va trop alourdir. Donc, c'est important d'aller vérifier ça. Si on lit l'article 206 aussi, il faut se rappeler que il y a
allez lire 207 en même temps que 206 parce que 207 va vous dire si jamais il y a une opposition dans le changement, dans l'amendement qui est proposé, il y a un délai, je crois, de 10 jours à respecter. C'est important d'aller lire 207 en même temps que 206 pour voir comment on procède pour faire l'amendement. Voilà. Il en reste juste deux. Moyen déclinatoire 167, compétence territoriale dans un litige qui a une facette internationale. On va aussi faire un lien avec 491. La réponse du défendeur n'est pas une reconnaissance tacite. La compétence territoriale est d'ordre public pour la compétence territoriale et peut être invoquée en tout temps dans un litige. 167 et 491, c'est ACE et Clear Defense. Le défendeur a produit une réponse et le demandeur a dit, étant donné que vous avez répondu, c'était comme si vous aviez fait un accord tacite face au choix du tribunal, alors que le tribunal a dit non, c'est d'ordre public, on peut l'invoquer quand on veut. Il n'y a pas d'accord tacite à ce moment-ci. La loi dit que la compétence territoriale est d'ordre public, donc il n'y a pas de lien avec en l'espèce ici, il n'y avait pas de lien avec le Québec et pas de préjudice qui rendrait l'introduction de la demande dans un territoire hors du Québec, dans un tribunal hors Québec. Donc, si on n'a pas de raison qui nous empêche de le présenter à l'extérieur du Québec, qu'il n'y aurait pas de préjudice assez grand et qu'il n'y a pas de lien, alors on va accepter la demande, le moyen déclinatoire, étant donné la compétence territoriale qui n'est pas la bonne. Dernière fiche, abus de procédure en lien avec l'article 51 et la proportionnalité article 18. C'est Cozoltec contre La Ferté. La plante ne respecte pas les engagements qui avaient été donnés de la part du juge. On dit qu'il y a un gaspillage de ressources judiciaires si on maintient le fait que le juge de première instance l'empêche de présenter à nouveau sa réclamation car ça donnerait 2 recours parallèles. Donc, c'est non proportionnel. La sanction proposée était excessive. On va plutôt opérer compensation avec les dommages et intérêts à l'autre partie pour réparer le préjudice subi suite à son non-respect des engagements. Elle avait quelque chose comme 96 engagements à respecter. Elle en a respecté uniquement 79. Les autres qui n'ont pas été respectés ont causé un dommage à la partie demanderesse. Donc, dans le litige, on va opérer compensation pour voir ajuster les montants qu'elle doit donner. Ils ont ajouté un 8 000 $ étant donné son non-respect des engagements. Par contre, on va pas permettre de refaire une autre demande. On va juste modifier celle qui est en cours là, puis la corriger pour permettre d'éviter qu'il y ait 2 recours parallèles dans Cozoltec contre La Ferté. Alors, voilà, bonne étude!